Montre et Mystère vous parle des têtes couronnées et leurs poignées dorées, comme ce roi du Swaziland en Afrique du Sud avec une Jacob & Co entièrement sertie de rubis. La monarchie saoudienne porte désormais des montres d'un nouvel indépendant qui démarre à 30 000 €. Nous parlerons aussi de la reine Elisabeth II d'Angleterre avec sa Patek Philippe. Bonjour, bienvenue dans Montre et Mystère, je suis Guillaume Lariche, journaliste, et je suis accompagné d'Alexandre Bouchard, vendeur d'élite de montres de luxe. Alors Alexandre, être roi ou reine implique forcément d'avoir une montre très haut de gamme ? Eh bien, Guillaume, par rapport à cette idée-là, bien sûr que c'est évident, parce que dès le départ, en fait, les garde-temps ont été développés pour une élite. On va partir des clochers, puis après, on va aller dans les pendules, les cartels qu'on peut voir à Versailles, chez Louis XIV, entre autres. Mais très rapidement, quand la montre va évoluer, va être portée en montre à gousset, on va chercher des horlogers qui vont faire de la qualité, bien évidemment. Donc, on va avoir avant tout de la précision, puisque le roi se doit d'avoir l'heure, puisqu'il est l'élément central de son royaume. Donc, c'est lui qui va donner le ton. Et au fur et à mesure de cela, on va avoir des décorations qui vont simplement suivre le goût de l'époque. Donc, on va avoir le style rococo. Puis après, au niveau de la Révolution, on va avoir le style avec, on va dire, une égyptomanie, plus ou moins, en avance, avec le retour de Napoléon de sa campagne d'Égypte. Donc, toute une inspiration qui va influencer plutôt l'horlogerie, c'est-à-dire avec les pendules. Au niveau des montres, en fait, la Révolution va avoir un côté plutôt bourgeois. On va venir simplifier, puisqu'on va chercher le côté technique, et moins d'avoir un côté, on va dire, dans le superflu, d'avoir des décorations rococo jugées en fait vieillottes pour l'époque. On cherche l'efficacité. Donc au cours de ce 19e siècle, on va voir en fait les différentes manufactures s'intéresser à la précision. Donc ça va être ça qui va être l'objet de qualité. Donc pour les rois et les reines, ils vont porter simplement des objets avec des référents, c'est-à-dire des horlogers de renom. Je pense notamment à Abraham Louis Breguet, qui va être l'un des survivants de la Révolution française, et qui est parce que simplement la Révolution a balayé les anciennes traditions d'achat, c'est-à-dire qu'avant c'était la noblesse, cette noblesse a disparu, elle est remplacée par une aristocratie militaire qui est désormais au goût de l'époque. Donc désormais on va avoir pour les hommes des montres à gousset précises, et puis pour les femmes qui comptent dans la nouvelle aristocratie d'empire, des montres avec des pierres précieuses. Donc, tout simplement. Des montres qui pouvaient alors très cher ? Ça a toujours coûté cher. En fait, il faut comprendre qu'il n'y avait pas la logique des manufactures avec une centaine d'horlogers, ou en tout cas, dans les horlogers, je fais une différence entre les concepteurs et ceux qui vont assembler. Presque des gens qui vont faire des préparations, ce qu'on appelle des repasseurs. C'est les gens qui vont vérifier que la montre est bien finie, il n'y a pas d'erreur dedans. Et, donc ça, on va dire que c'est un autre métier de l'horlogerie, dans l'horlogerie, mais c'est pas le côté maître horloger, créateur, qui fait l'innovation. On a par exemple Abraham Louis Breguet, à côté, est un Mozart de la mécanique. Ce qui n'est pas le cas de tous les horlogers qui savaient faire, un peu comme aujourd'hui, simplement la réparation, changer une pile, changer une masse oscillante, etc. Alors, tu parles notamment de la Révolution française. Je pense que toutes les têtes couronnées à l'époque, qui sont finies pour certaines dans des paniers, ont eu des montres à leurs poignets. Elles sont exposées où, ces montres ? On peut les retrouver où, ces montres-là, des têtes couronnées françaises ? Eh ben, il faut savoir qu'en fait, le trésor des rois a disparu, simplement, parce que ne serait-ce que les pierres précieuses qui étaient situées à l'hôtel de la Marine ont été volées, ce qu'on appelle le casse du siècle. Après, sur les montres, vous avez plutôt des pendules ou des horloges tu vas retrouver à Versailles. Il a fallu revisiter les collections, savoir exactement ce qui avait été pillé, parce que ne serait-ce que le palais des Tuileries a été pillé, Versailles en partie, donc tout de suite la nation a fait en sorte de récupérer les pièces volées, en tout cas ce qu'elle pouvait. Mais en termes de montres, on n'en a plus du tout. La dernière, tu vois, par exemple, qui est présentée, dynastie Bourbon, c'est celle de Charles X. Donc lui, c'est niveau de 1830, mais voilà, c'est une montre très simple, avec 2 aiguilles et une petite seconde décentrée. Mais on n'a que ça. Donc ça a vraiment disparu. Alors maintenant, c'est vraiment la course au faste, la course à celui ou celle qui aura la montre la plus belle. On parlait en introduction de ce roi du Swaziland en Afrique du Sud avec une Jacob & Co entièrement sertie de rubis. Exactement. Alors, elle est faite avec ce qu'on appelle le serti mystérieux, qui est une invention de la maison Van Cleef & Arpels. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à distinguer. On a vraiment une sorte de carrelage de pierres précieuses, donc là, du rubis. Et en plus de ça, c'est arrondi, donc il y a un effet bombé. Donc c'est vraiment on va dire, une décoration
de haut niveau en termes de technicité, hein, où le métier joaillier va s'imposer à l'horlogerie, hein, mais derrière, Jacob & Co s'inscrit dans une logique de montre un peu tape à l'œil, hein, mais parce qu'avant tout, son premier métier, c'est être un bijoutier. Donc, il a réussi dans son pari à mélanger auto-horlogerie, avec haute joaillerie, ce qui fait que Jacob & Co est réputé. Voilà, donc c'est vraiment, on va dire, un des grands acteurs de notre monde en termes de luxe. Après, non, il n'y a pas forcément une logique d'aller tout le temps dans le côté très voyant. Ça dépend en fait du caractère du monarque. Alors tu évoques effectivement les métiers d'art, on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain podcast de tous ces métiers d'art qui permettent à ces montres de luxe d'être luxueuses. Pour ce monarque par exemple qui a cette Jacob & Co entièrement sertie de rubis, c'est une commande unique? Alors, c'est pas une commande unique, c'est-à-dire qu'à l'origine c'était une montre pour femmes. C'est ça qui est assez drôle en fait dans le détail quand on s'y intéresse. Je pense qu'il y a eu un coup de cœur. Après, il faut voir un peu la collection aussi de ce monarque. Il y en a d'autres, des Jacob & Co. Il aime beaucoup les pierres précieuses et le diamant. Donc, je pense qu'il a trouvé la marque qui correspond à ses goûts. Après, il peut y avoir des pièces qu'on appelle des pièces uniques. Hein, c'est-à-dire que cette montre-là, c'est compliqué de réunir des rubis de même calibre, de même qualité en termes de couleur. C'est un tout, quoi. On doit prendre le plus de temps possible, dans un temps même un délai imparti qui est finalement court, c'est-à-dire qu'on cherche l'excellence, mais derrière on doit répondre au cahier des charges qui est de 2 ans, parce qu'il faut la vendre le plus rapidement possible. Donc c'est là où il y a, on va dire, des tensions en termes de fournisseurs, d'acheteurs, et donc c'est là où tu vas avoir la problématique de rendre un résultat extraordinaire. Après, c'est la personne qui l'achète. Donc là, il s'est fait un plaisir avec cette montre-là. On a le prix? Alors cette montre, elle démarre autour de $500 000. Voilà, donc c'est vraiment un prix important parce qu'il faut comprendre que la marque Jacob & Co a sa cote aujourd'hui, c'est une marque réputée. On est sur ce qu'on appelle une pièce unique, donc voilà, il y a un élément de rareté dedans. Et après, la rareté aussi, va se focaliser sur les rubis. Hein. On prend un peu de temps à venir les chercher, à les assembler. Il y a plusieurs métiers donc dedans, entre l'horlogerie d'un côté et puis la haute joaillerie de l'autre. Donc voilà, tu as une pièce aussi qui correspond, on va dire, à l'idéal de cette marque-là. Est-ce que à chaque roi, ses envies, pour ainsi dire, le roi du Swaziland avait envie de rubis, les rois saoudiens cherchent autre chose dans une montre de luxe? J'ai envie de te dire, le roi est client et donc le client est roi, pour faire simple. C'est-à-dire que, bien sûr... Et moi j'ai envie de te dire, si à chaque roi c'est rubis, à chaque roi c'est lubie aussi. Exactement, non, mais c'est très très juste. En fait, si tu veux, avant tout, la maison propose des choses. Voilà, la manufacture, la maison horlogère propose des garde-temps d'exception. Derrière, il faut convaincre. Donc, il faut avoir ton client, s'il est un monarque ou une monarque, en tout cas d'une famille princière, va chercher quelque chose pour se faire plaisir et se distinguer. Parce que aussi, il va y avoir une logique de statut. Il va toujours rappeler on va dire dans la hiérarchie qui il est par rapport aux autres. Donc, il peut pas se permettre d'avoir une montre moins bien ou plus accessible que les gens qui sont en dessous de lui. Donc, il va aussi exprimer quelque part son règne. Donc, il y a cette personnalité, mais il va aussi chercher à montrer est-ce que c'est un souverain qui est acquéreur, qui va chercher des choses précises, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va montrer le faste et le luxe? Alors justement, est-ce que ça se quantifie en termes d'argent mis sur la table pour acheter l'objet de valeur, ou plutôt par les matériaux ultra rares, ultra nobles? Eh bien, là-dedans, en fait, dans les matériaux ultra rares, ultra nobles, en fait, à un moment donné, on dépasse la valeur intrinsèque de ces éléments-là. Ils valent cher, mais tu vois, le prix final de la montre le dépasse complètement. Donc, c'est plutôt le coup de folie et le coup de génie de la maison de se dire, tiens, on va mettre cet élément par exemple, je pense à une météorite, qui a une météorite qui provient de Mars. Exemple, la maison Louis Moinet l'a fait, avec une météorite qui a été trouvée en Inde et qui provient de Mars. Bon, voilà, il y a une part de rêve là-dedans. Derrière, quel est le prix de cette météorite? Je ne peux pas te l'estimer, mais derrière, ne serait-ce que d'avoir un fragment, ça fait une part de rêve, et on va dire que ça augmente la valeur, donc il faut lui donner un prix. La monarchie saoudienne, on y revient, elle porte désormais des montres d'un nouvel indépendant, qui démarre à 30 000 €, 30K. Tu nous en parles? Oui, alors on va avoir donc l'horloger François-Paul Journe, donc on lit FP Journe, voilà, sur son logo. François-Paul Journe, en fait, est un horloger français, qui est né à Marseille, qui a fait ses classes et qui notamment, en fait,
on va dire, dans son parcours, à rénover des montres. Il les a restaurées. Il est passé aussi, notamment dans des collections de musées, donc il connaît extrêmement bien la technique des anciens au niveau du XVIIIe siècle. Et il a su en fait remettre au goût du jour déjà une horlogerie française qui avait plus ou moins disparu, c'est-à-dire dans la haute horlogerie, dans la technique. Et derrière, en fait, il a su aussi créer un style, une signature qui est à la fois sobre, mais qui joue avec le contraste technique de haut vol. Et c'est simple, quand tu fais partie de ces princes saoudiens, après avoir tout eu, bah, tu cherches du nouveau et tu cherches aussi de l'excellent, et je pense qu'il a atteint ce niveau-là. Et la reine d'Angleterre, avec la reine Elisabeth II, feu reine Elisabeth II, d'Angleterre, avec sa Patek Philippe. Alors, la reine Elisabeth, elle a une Patek Philippe, elle en a d'autres. Elle s'est amusée, en fait, tout au long de son règne, à en avoir plusieurs. Cette Patek Philippe, là, en fait, elle est assez intéressante. Elle a été fabriquée pour elle. Alors, on en a plusieurs, mais celle dont on parle, c'est vraiment quand elle est vraiment à l'apogée de sa carrière de reine, donc de son règne, où elle va avoir, en fait, ce qu'on appelle des brins. Donc, les brins, simplement, c'est pour indiquer les parties qui vont raccorder autour du poignet. Donc là, elle a un multi-brin perlé. Donc, il faut imaginer simplement qu'elle a des petits bracelets de perles qui partent d'une montre avec des diamants, et on la voit, voilà, c'est très discret, c'est sur l'un de ses gants porté à la main gauche, donc elle porte aussi bien la couronne, donc ça va de pair, donc porter Patek Philippe tout en étant reine d'Angleterre, il y avait forcément un duo de choc à créer. Donc de la même manière, on va changer de chapeau tous les jours pour la reine d'Angleterre, elle changeait également de montre quasiment de façon quotidienne ou hebdomadaire. Comment ça se passait? Bah en fait, tu vas le voir en fait simplement au fur et à mesure de sa vie. Elle a eu des montres à des moments importants. Elle en a eu une lors de son couronnement, qui est notamment la Jaeger-LeCoultre, alors 101, j'oublie le nom entier, qui est une montre bracelet très fine avec le plus petit mécanisme du monde. Donc vraiment, il a au diamètre de la taille du bracelet. C'est ça qui est assez intéressant. C'est quelque chose, c'est presque ce qu'on appelle les rivières de diamants. Et dedans, il y a un petit mécanisme Jaeger-LeCoultre. Donc, elle savait un peu ce qu'elle avait au poignet. Au fur et à mesure, elle a commencé aussi à avoir d'autres montres. Elle a une Cartier. Elle a d'autres montres, par exemple, qui sont, comme je parlais, la Patek Philippe, qui a été faite spécialement pour elle. Et celle-là, elle l'a portée à des grands moments, tu vois, où il faut sortir les diamants, moins les couleurs, on va dire, c'est camailleux au niveau de ses vêtements et de ses chapeaux. Là, c'était vraiment pour montrer qu'elle est reine. Donc, généralement, elle a porté aussi la montre qui montre qu'elle est bien reine. Montre et mystère touche à sa fin. Quelle est la chose à retenir par rapport à ces têtes et surtout poignets couronnés? Eh bien, qu'ils ont toujours su aller là où il fallait aller. C'est-à-dire qu'ils sont toujours allés chez les plus grands. Donc, par exemple, on parlait de Patek Philippe. Même la famille royale d'Angleterre, ce qui est intéressant, quand tu vois la composition des montres qu'il y a, on va dire, dans leur portfolio, donc le roi actuel qui est le roi Charles, lui a une Parmigiani Fleurier, donc ça montre aussi que c'est un homme qui cherche le côté technique, la qualité, mais aussi il y a un côté, on va dire, un peu simple, voilà, c'est un personnage discret. Dans ses fils, c'est amusant, rien à voir entre les deux. Donc William, qui va être le roi dans la ligne de succession, a une Omega Seamaster. Quant à Harry, lui a une Rolex, donc t'es plus tape à l'œil. Mais quand tu regardes la bataille entre Kate et Meghan, elles ont toutes les deux des Cartier. Autant Kate a une Ballon Bleu de chez Cartier, et Meghan, elle, a pris, il me semble, une Tank en tout cas. Donc on voit qu'il y a une guerre ainsi des têtes couronnées à travers l'horlogerie. Montre et mystère, c'est terminé. Après les têtes couronnées aujourd'hui, la prochaine fois, on aura la tête dans les étoiles avec la première montre à aller sur la Lune qui a été la Speedmaster de Swatch Group. Et puis nous parlerons aussi des tests que doit réaliser la NASA pour homologuer les montres, comme par exemple de pouvoir faire fonctionner l'appareil à des températures de moins 18 jusqu'à 93 degrés. Tout cela, ce sera au prochain épisode de Montre et Mystère. C'était Guillaume Lariche et Alexandre Bouchard. Merci de nous avoir suivis. À très vite.